C'était celui-là en fait. On est arrivé. Vous êtes déjà devenu. Bonsoir à toutes et à tous. On peut commencer le conseil. Tout va bien? Oui. Super. Donc, je vais procéder à l'appel des conseillers. Joannetti Emmanuel. Lumet Fabrice. De Philippi Annelise. Claire Roland. Valérie Sacquier qui est absente. D'ailleurs, on a une petite pensée pour elle parce qu'elle est en train de perdre sa maman. Forté Gilles. Tom Sylvie, donc, qui a donné un pouvoir à Gisèle Mota. Mota Gisèle. Présent. Limousin Yann. Présent. Roche Stéphane. Présent. Cécile Valérie. Présent. Manceau Malika absente. Sommet Franck. Présent. Dumas Christopher qui a donné un pouvoir à Emmanuel Joannetti. Hirsch Swan absente. Miedel Jean. Présent. Bourcard Olivier. Présent. Berlioz Bruno. Absent. Huchet Nathalie. Présent. Porter René. Présent. Charmelet Didier qui a donné un pouvoir à Jean Guélet. Et Bouillon Julie. Le quorum est atteint. Je vous propose comme secrétaire de séance Annelise de Philippi. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 28 mars 2024. Est-ce qu'il y a des commentaires? Questions? Pas de commentaires, pas de questions? Donc, qui est contre? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer sur l'avis sur le PLH du Grèce-Causan et j'ai demandé à Madame Laurence Théry. Laurence, tu peux peut-être te mettre au bout. Laurence Théry est première vice-présidente à la communauté de communes du Grésivaudan. Elle est en charge de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat. On va nous présenter ce soir le projet du programme local de l'habitat. Alors, pour information, le PLH est un outil de programmation et de définition d'une stratégie d'action en matière d'habitat qui se décline à l'échelle de 43 communes de la communauté de communes du Grésivaudan pour la période 2024-2029. Je ne me trompe pas, c'est ça. Madame Théry est accompagnée de Monsieur Milési. Monsieur Milési est directeur de la communauté de communes du Grésivaudan. Il est en charge de l'aménagement, du logement et de l'environnement. C'est ça? Bonsoir. Donc, je vous souhaite à tous les deux la bienvenue. Je vous remercie de votre présence. Laurence, je te laisse la parole. Bon, alors, c'est rapide. Et nous avons 3 quarts d'heure. Bon, Voilà. comme ça, on est fixé. Merci beaucoup de nous accueillir tous les deux, parce que serions-nous sans l'administration, je le dis avec Nicolas, on travaille ensemble depuis des années. Donc, c'est pour ça qu'on a réussi, non pas à marche forcée, mais assez rapidement à élaborer un PLH. Qui nous a permis de prendre le temps de le construire et de tout construire avec l'ensemble des 43 communes, puisque nous avons fait commencer par faire une tournée de chacune des communes en rencontrant les maires, les adjoints à l'urbanisme, pour voir un peu quels étaient et les documents d'urbanisme, d'orientation de la commune, et les perspectives souvent des PLU, d'aménagement et de développement de chacune des communes, pour pouvoir nous inscrire dans ce PLH tout de suite. Un PLH auquel j'avais beaucoup participé, 2013-2018, qui était un PLH qui n'a pas fait la preuve forcément, je dirais pas de son efficacité, mais vous voyez la période 2013-2018, ça veut dire qu'il a été commencé un peu avant, on était post-crise de 2008, donc finalement on s'était fixé des objectifs extrêmement ambitieux, qui étaient peut-être un peu livresques, un peu hors sol, et on s'est dit que ce PLH qu'on allait démarrer, qu'on allait construire,
il fallait qu'il soit très opérationnel. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait une réalité entre les potentialités de construction de chacune des communes, l'identification de ce que vous avez dans vos PLU ou de certains cartes communales. Chez vous, c'était un PLU qui a été mouvement réfléchi, qui permet d'identifier des gisements fonciers et d'avoir et de poser en fait de vraies perspectives, des réalités de production, parce qu'il n'y a rien de plus affreux, c'est ce qui s'est passé au dernier PLH, d'avoir des ambitions extrêmement importantes et finalement de ne faire ni la production neuve, ni le logement social, donc production neuve, accession libre, marché privé, et le logement social tel qu'attendu par les populations résidantes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti d'un diagnostic. On disait opérationnalité maximum, c'était ça un peu les motifs fixés par Henri Bell, le président de la communauté de communes, puisque on a eu une couverture de PLH 2013-2018 et entre 2018 et 2022, c'est lui qui était VP au logement. Il n'avait pas souhaité refaire un PLH, et il s'est rendu compte que ce document, c'est ce qu'a dit votre maire, Martine Mantuani, est extrêmement important parce qu'il permet de programmer le développement du territoire de Grésivaudan en matière d'habitat de logement, mais pas que, parce que quand on pense logement, on pense peut-être logement privé, logement public, en tout cas logement individuel. Dans ce PLH, vous allez voir, on a aussi souhaité répondre à des populations qui ont des besoins spécifiques. On a aussi souhaité sortir un peu des cadres et s'adapter à ce qui va arriver et ce qui est déjà en vigueur, qui est la loi du zéro artificialisation nette, issue de la loi climat et résilience, et donc travailler sur les formes d'habitat. On ne travaille pas seulement en volume, en nombre de production, mais on travaille en besoin, en enjeu du territoire, comment on répond aux besoins des populations, et en face, comment est-ce qu'on travaille sur deux nouvelles formes d'habiter, parce que on s'aperçoit que, et vous le savez, chez vous aussi c'est le cas, on a un foncier dans le Grésivaudan qui est extrêmement cher, donc on subit, à l'identique finalement des chiffres nationaux, une baisse démographique, et on subit une population, parce que c'est une réalité, on subit le vieillissement de la population, et des difficultés à loger les jeunes ménages et avoir une croissance démographique importante dans le territoire. Donc voilà les grandes lignes de ce PLH. Donc le PLH, très rapidement, peut-être, alors moi j'ai rien pour appuyer, mais ça va être mieux parce que je sais pas faire. C'est moi, active. Ah voilà, donc vous pouvez y aller. C'est bon. Mais c'est mieux parce que moi je suis absolument... Donc on vous a remis quelque chose qui est la hiérarchie des normes. Comment est-ce que ce document s'intègre entre finalement le document de référence ultime qui est le SRADET, c'est le schéma régional, et puis ce qui régit vos perspectives de développement et d'aménagement, qui est votre plan local de l'urbanisme. Et donc le PLH doit être compatible avec, c'est plutôt le contraire, le PLU, il faut que le PLH soit compatible avec le PLU que vous avez mis en place. Et au-dessus, vous avez le SCOT de la grande région grenobloise. Donc ça veut dire que votre document doit complètement s'inscrire dans ce qui est fixé par les normes de rang supérieur. Donc le PLU, il n'existe pas comme ça en soi in extenso, il s'adosse à tout un tas d'éléments de référence, et le SCOT notamment dit que pour le Grésivaudan, c'est un vieux SCOT, c'est un SCOT de 2012, on doit avoir un nombre de logements, et il faut que dans le PLH qu'on propose là, on va être à 1000 plus, on puisse défendre notre position. Je disais hiérarchie des normes, ça c'est la partie juridique. Et donc, aujourd'hui, on a fléché, on a approuvé en conseil communautaire du Grésivaudan une première mouture du PLH. Et ensuite, on va avoir une deuxième approbation qui va nous permettre, en passant de la communauté régionale, d'approuver définitivement le PLH. Le PLH, bien évidemment, il doit répondre à des impératifs et ceux de la loi climat et résilience. Donc, il y a toutes les orientations en termes de rénovation énergétique, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Donc, vous savez qu'on va sortir des cadres tous les logements qui sont fléchés G, F, E dans les 10 années qui viennent, grosso modo. Et on doit aussi obéir au zéro artificialisation nette, puisque en prenant la référence de consommation du foncier dans nos communes, de 2011 à 2021, donc sur 10 années, on doit de 2021 à 2031, la mécanique est déjà enclenchée.
on doit diviser par 2 cette consommation. Donc ce qu'on peut peut-être faire, c'est regarder tout de suite, parce que ça peut vous intéresser. Je ne sais pas à quelle page se trouvent les chiffres de Chaparillan, puisque je parle du ZAN. Donc je suppose que c'est en page... C'est une page 4. Voilà, en page 4. En bas. Voilà. Donc, non, le chiffre de ZAN. Non, c'est le chiffre de ZAN. C'est juste pour vous donner une idée de la façon dont ils sont. Je cherche aussi. Parce que moi, j'ai l'habitude de naviguer dans les PowerPoint et là. Ils sont situés en page. Vous avez L'arceau, c'est quelle page ça? La 6. Tu les ai faites la 6. Non, mais je les ai la 6. Ah, parce que là, ça doit se faire avec 6. Ça, c'est les chiffres. Je les retrouverai tout à l'heure, c'est dommage. J'aurais voulu vous donner tout de suite, en fait, les chiffres auxquels vous devrez répondre dans les Chaparillan. L'exploitation foncière. Ouais. Quelle page? ZAN, non, ça veut dire quoi en fait? 8 et 9. Non, c'est pas grave, je les retrouverai tout à l'heure. Je les ai retrouvés tout à l'heure. Sur la page 2. Moi, je vous propose, je vais continuer en fait les grandes orientations du PH. Ce que je vous propose, si tout le monde est d'accord, c'est que vous puissiez m'interrompre, parce que sinon, je vais tout dérouler. Il y a peut-être des questions qui disparent, que vous allez retrouver au fil de l'eau de ce que je peux développer. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, les caractéristiques de notre PLH, elles vont être dictées par les constats qu'on fait sur notre territoire. Donc, le territoire du Grésivaudan, c'est 110 000 habitants à peu près. Quand on a fait le premier PLH, on s'était battu pour avoir une croissance démographique de 0,7. On sortait d'une période des années antérieures où on était à 1,7. La réalité, c'est qu'en croissance démographique dans le Grésivaudan, on est à 0,4. Vous êtes au-dessus, puisque vous avez une croissance démographique, quand on prend les chiffres 2013-2022, où finalement il y a une certaine vitalité à Chaparillan, et vous avez une croissance démographique qui est au-dessus, puisque je crois que vous devez être à 0,9% par an, et sur la période de référence, vous êtes à 8,7%. Alors que dans l'ensemble du Grésivaudan, on n'est pas du tout là-dessus. Donc vous bénéficiez finalement d'un contexte démographique qui est extrêmement favorable dans votre commune. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a une population, donc peu de croissance démographique, une population qui vieillit avec tous les enjeux qui sont afférents, c'est-à-dire les réponses aux personnes qui sont en phase de vieillissement et de perte d'autonomie. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, ce qu'on regarde quand on fait un PLH, c'est un peu la tonalité et les caractéristiques globales du parc. Vous avez un parc du logement qui est plutôt ancien, un peu de logement social, mais pas autant qu'à Pontcharrat ou à Crolles, évidemment, qui sont vraiment les deux polarités du territoire. Et donc, à Chaparillan, l'enjeu, ça va être de continuer, puisque la production n'est pas une production qui est extrêmement importante, la production neuve. L'idée, ça va être de travailler en fonction des orientations du PLH pour pouvoir avoir une production qui réponde aux demandes de vos habitants, bien évidemment, mais qui garde les caractéristiques de votre commune. Parce que toute la difficulté quand on a un foncier à consommer qui se réduit, c'est pour certains de reconstruire la ville sur la ville, c'est d'investir le parc ancien, c'est de transformer éventuellement des grosses bâtisses qui sont le bâti ancien patrimonial du Grésivaudan en ayant, j'ai vu en passant que c'était le cas ici aussi, des divisions et le fait de créer du collectif, mais c'est aussi ne pas s'interdire d'avoir des modèles de développement individuel, pour autant
les objectifs du PLH collent aux objectifs du SPOT, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a 60% dans le territoire, un petit peu plus, qui est constitué par des logements individuels, 40% par du collectif, et la tendance doit se renverser. On doit s'inverser, pardon. On est sur une pente où on a de plus en plus de collectifs, on a moins d'individuels, mais pour autant, on n'est pas encore avec une prédominance du collectif sur l'individuel. Et ça doit se faire de façon parfaitement harmonieuse, parce qu'il ne s'agit pas, j'étais à Laval l'autre soir, il ne s'agit pas, quand on construit et quand on pense densification, d'aller faire des choses qui contreviennent au modèle de développement ou à l'image ou à la singularité de la commune, puisque vous avez une commune, on le retrouve très bien dans le PLU, où il y a une vocation particulière à préserver les grands espaces. Vous êtes vraiment, quand on regarde, comme un peu beaucoup de communes du Grésivaudan, en pied de Chartreuse, on se retrouve avec des espaces naturels et ce qu'on appelle les grands paysages qu'il faut absolument préserver quand on est à Fort-Montagne, et tout ce qui est l'ouverture de l'autre côté sur la plaine agricole. Certains ont d'ailleurs souhaité dans le Grésivaudan préserver l'agriculture avec des périmètres de protection, des PAEL. En tout cas, entre la montagne, les espaces naturels, les espaces agricoles de l'autre côté, on a des bourgs qui sont caractéristiques des pieds de Chartreuse, avec du bâti ancien, et ça c'est une image globale qu'il faut préserver, ce qui n'interdit pas la densification, parce que le foncier, encore j'insiste là-dessus, se raréfie, donc il faut qu'on repense les formats urbains. Et quand on fait de la densification, il ne s'agit pas d'aller projeter des modèles de développement qui sont extrêmement urbains, il faut s'adapter au contexte tel qu'il est posé dans les villages. Voilà, c'est un peu les caractéristiques. Qu'est-ce que vous montrez? Donc là, on passe C'est les hectares consommés. La consommation. on est en page combien? On est en page 8. D'accord. C'est bon pour vous? Oui. Donc on a effectivement 13,7 hectares qui ont été consommés, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre 2011 et 2021, ce qui fait que vous voyez sur le chiffre qui est tout à droite, entre 2021 et 2031, vous allez pouvoir consommer encore 6,85 hectares. L'État va nous demander de faire une évaluation de notre consommation par période de 3 ans. Et donc les PLU, comme le vôtre, qui ont déjà un peu pris le tournant, puisque on voit qu'il y a eu des sorties de zones urbanisables, le maintien de zones agricoles. Donc ça veut dire que dans les germes, en fait, et l'écriture de votre PLU, porte déjà un peu ça intrinsèquement. Alors on ne porte pas pour vous dans la mécanique mathématique. Ça, l'exercice, je ne sais pas si vous l'avez fait. En tout cas, les principes dans votre PLU, me semble-t-il, sont posés. Mais il va falloir quand même qu'on se creuse beaucoup la tête et qu'on aille beaucoup travailler sur les projets, parce que ça a l'air important, 6,8 hectares. La décennie qui suivra, ce sera encore la moitié de ça. Si tant est que vous ayez consommé, c'est presque 7 hectares. Il restera plus de 2031 à 2040, grosso modo. Il restera plus que 3 hectares, 3,5 si vous avez consommé ces hectares-là. Et puis, là, on parle de consommation. Derrière, on va parler d'artificialisation, c'est-à-dire que là, on parle de surface, on parle de quantité. Derrière, on va aller parler même de la qualité des sols. Donc, tout ce qu'on peut faire pour décrouter tous nos espaces imperméabilisés, replanter, développer la nature en ville ou préserver ce qui est déjà existant autour de la zone urbanisée est bon à prendre dans la perspective du zéro artificialisation nette. Ça, j'ai essayé de camper un peu le paysage. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on a posé comme élément qui relève de l'enjeu et qui rejoignent tout ça? On a un territoire qui est plutôt porteur de développement économique. Je n'expliquerai à personne, on le sait tous. C'est complètement tiré par les micro- et nanotechnologies à Crolles, avec Unitech, ST évidemment, et tout l'écosystème qui est là, qui rejoint celui de Grenoble-Alpes Métropole.
mais on a un des territoires de l'Isère qui est le plus en haut, qui a maintenu son industrialisation, et tout ce qui a été un peu détruit sur notre rive s'est reporté chez nous, il en est resté là-bas. On a une économie qui est aussi tirée, on le voit bien hein, quand on s'attache à préserver des zones économiques, des petites zones économiques, où on trouve aussi du tertiaire, ou ce qui est activité, commerce de proximité. Là, on se retrouve dans un territoire où c'est une économie très dite présentielle, qui tire aussi la croissance du territoire, et pour autant, vous voyez qu'on a une démographie qui s'écroule. Ça veut dire qu'on a un foncier qui est trop cher, ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire venir les populations, et ça veut dire qu'on a quand même des mouvements, pour ceux qui vont travailler à Grenoble ou à Chambéry, hein, il y en a peut-être certains parmi vous, vous voyez bien ce que veulent dire les mobilités. Donc ça veut dire que la difficulté, et c'est tout l'objet et l'enjeu du PLH, on n'arrive pas à loger les gens sur notre territoire à la hauteur s'il faudrait. C'est bien de dire qu'on va en 2-3 entreprises créer 1400 emplois. La réalité, c'est que tous ces gens trouvent à se loger plutôt du côté de Grenoble, la métropole, ou ici, puisqu'on est vraiment à côté de Chambéry, de l'autre côté, du côté de la métropole chambérienne, et que l'enjeu du PLH, c'est comment on construit pour réussir à garder les gens qui travaillent sur notre territoire, à les loger et à ce qu'ils vivent sur le territoire, parce que ils consomment, ils permettent le maintien de nos écoles, de nos services publics, enfin bon, je ne vais pas égrener tout ça, vous le savez parfaitement. Donc, les enjeux du PLH, et ça c'est la page 10, c'est un enfer hein, de suivre un PowerPoint, je sais. Certains s'y sont essayés, d'ailleurs Nicolas s'y reste plus du tout. Hein. Donc, les enjeux du PLH, vous voyez que l'enjeu numéro 1, c'est un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à maintenir les populations chez nous. Alors, maintenir les populations chez nous, ça veut dire essayer aussi de maintenir quelque chose qui est de plus en plus en décélération dans le territoire, je le dis, c'est la mixité sociale. C'est-à-dire que prenons des emplois lambda chez ST Microelectronics, les ingénieurs, ils se logent sur notre territoire. On a une population de cadres. Les opérateurs de salle blanche, qui correspondent à des ouvriers, ils peuvent éventuellement intégrer du logement social. Les techniciens, la frange au milieu, on n'arrive même pas à les faire venir ici parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Donc ça veut dire que quand on regarde un peu les strates de revenus, il faut qu'on arrive à maintenir les personnes âgées chez elles, à faire venir des populations jeunes et à garder la mixité sociale. Et c'est pas parce qu'on a 5,40 de taux de pauvreté dans le territoire qu'il n'y a pas des endroits où il y a des poches de précarité qui sont beaucoup plus importantes. Je pense à Pontcharrat, où il y a quand même des populations qui sont extrêmement en fragilité. Je pense à des populations plus âgées qu'on trouve dans des logements qui sont pas du tout à la hauteur des ambitions de l'énergétique qu'on serait en droit d'attendre avec des populations qui sont plutôt vieillissantes dans les bas-fonds d'Eldon ou du côté de la Chartreuse. Donc c'est toutes ces équations qu'il faut essayer de résoudre. Il est bien évident qu'avec le prix du foncier, la difficulté pour les opérateurs, que ce soit les promoteurs privés ou que ce soit les bailleurs sociaux, toute la difficulté va être d'arriver à réguler le foncier et à essayer du côté des communes de capter les fonciers stratégiques pour permettre d'implanter un certain nombre d'opérations. Donc le premier sujet, c'est vraiment d'essayer d'accueillir des ménages et d'avoir un solde migratoire, puisque la croissance démographique du Grésivaudan n'est que la résultante du solde naturel. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à accueillir des populations en solde migratoire, les gens ne peuvent pas s'installer chez nous, c'est une réalité. Hein. Donc, et vous savez que avec les enfants. Le deuxième sujet, c'est d'essayer, là on s'intéresse au parcours des gens, c'est la personne qu'on loge. Le deuxième enjeu, c'est effectivement d'essayer de faciliter ces parcours résidentiels en créant ou en développant une offre, et notamment une offre de logement social, une offre d'accession à la propriété, une offre de logement abordable. Donc il faut qu'on soit toujours dans cette perspective, et c'est pour ça que dans les chiffres du PLH, et vous verrez ceux de Chapareillan,
on a un nombre de production de logements, dont logements sociaux. Voilà. Sachant que le logement social, ça peut être aussi une résidence senior, ça peut être un support pour une résidence de gens en perte d'autonomie, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un foyer AFIP pour les personnes handicapées, voilà. Et tout ça, c'est dans le registre des gens qu'on accueille. L'idée aussi, c'est que par rapport à ce qu'il y avait dans le PLH de 2013 à 2018, il y a quelque chose qu'on n'avait pas du tout travaillé. Et chez vous, c'est particulièrement prégnant, puisque je disais le parc était un peu ancien. C'est comment est-ce qu'on réhabilite, comment, je le disais tout à l'heure, on réinvestit peut-être des gros ou des grands bâtis, et comment on arrive à, je le dis avec un mot qui est peut-être un peu provocateur, traquer la vacance. Parce que à l'échelle du territoire, on a à peu près 6% de vacances. À Chapareillan, j'ai plus le chiffre en tête. On n'a pas grand-chose à Chapareillan. En vacances. Elle doit être. Regarde, on retrouvera, on retrouvera. Mais en tout cas, la vacance, c'est quelque chose qu'il faut absolument. Vacances à résidence secondaire, hein, parce qu'on a quand même, vous en avez moins, mais sur le territoire, on a pas mal de résidences secondaires. Donc, le deuxième axe du PLH, au-delà de la production neuve, c'est vraiment s'intéresser à la réhabilitation et au réinvestissement du bâti qui est déjà existant. Le troisième, c'est effectivement se débrouiller pour essayer de lutter contre la précarité énergétique. Alors, la loi climat et résilience nous aide bien là-dessus, hein, puisqu'on a des obligations du propriétaire quand il loue, propriétaire ou bailleur ou occupant. Et il faut savoir que Brésil-Audan, là pour le coup, la CCLG a fait des efforts considérables, que ce soit pour accompagner la production de logements sociaux, ou que ce soit pour accompagner les particuliers qui veulent rentrer dans des systèmes de rénovation énergétique. On a mis des dispositifs en montant une OPH, une opération programmée d'amélioration de l'habitat, où on a mis, parce qu'on est une communauté de communes, nos communes ne sont pas forcément toutes riches, mais le Brésil-Audan a beaucoup d'argent, et là on a des dispositifs qui ont été salués vraiment par tout le monde, parce qu'on a mis beaucoup d'argent pour que les gens puissent se diriger et réhabiliter leur logement. L'idée aussi, c'est de développer une offre qui soit abordable. Il faut absolument qu'on puisse répondre à ce qui nous est demandé et au fait que des populations différentes puissent venir sur le territoire. Il faut aussi, et j'ai insisté lourdement, quelquefois je suis un peu sur le ZAN, mais il faut que la communauté de communes, et elle a commencé à le faire, développe une vraie stratégie foncière. Parce qu'aujourd'hui, le droit du propriétaire, c'est une qualité, c'est la façon dont on fonctionne en France, fait que, effectivement, quand on a un foncier cher, on n'a pas tellement de raison de le réguler, et une stratégie foncière, c'est vraiment ce qu'on a fait dans ce PLH, c'est se débrouiller pour repérer tous les gisements fonciers, et que les communes, puisque c'est l'action publique qui est à la manœuvre, puissent s'en saisir pour pouvoir dire à un promoteur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire celui qui paye décide, grosso modo. Et là, la stratégie foncière, elle a consisté à adhérer notamment à un établissement public foncier local, qu'on n'avait pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Et ça veut dire que une commune qui aurait repéré un ténement ou un bâti stratégique peut interroger l'établissement public et l'établissement public vient acheter ce bâti quand la commune, elle, n'a pas les moyens de le faire. Voilà. C'est un outil important. Je parlais de dispositifs vis-à-vis des particuliers. Oui, Laurence, oui, mais après la commune, il faut qu'elle rembourse. Alors, il ne faut pas oublier de le dire, ça. Alors, effectivement. Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'elle rembourse si elle n'a pas de projet à l'opérateur pour racheter. Oui, voilà. Mais en général, quand on achète, on se débrouille pour avoir derrière un opérateur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hors sol, parce qu'il y a des opérations qui sont plantées, je pense à la Grenoble, la métropole notamment, parce que les gens à tout prix ont voulu qu'on achète, les communes ont voulu qu'on achète, et elles n'avaient pas penché le projet en amont. Voilà, c'est ça. Dans nos communes, mais toutes, je crois qu'on n'a pas eu fait exception, on a tous repéré pour avoir rencontré quand même tous les maires. Les gisements stratégiques, les recompositions foncières, le fait de savoir, là, il y a quelqu'un qui est peut-être un peu âgé, puis là, il y a une indivision, et puis là, les enfants ne veulent pas rester, puis tout ça, les maires l'ont fait, en fait. Et donc,
ils savent ce qu'ils vont pouvoir monter comme opération, et derrière, ils savent quels opérateurs sont en capacité de racheter. Mais il ne faut pas acheter n'importe comment et à n'importe quel prix, envoyer l'EPF acheter et ne pas pouvoir dénouer l'opération, tu as raison, puisque le déficit à terme, sauf si c'est du logement social, parce que là, c'est la communauté qui paiera, avec un fonds de minoration, mais sinon, il faut bien avoir un opérateur qui vienne et qui puisse sortir l'opération pour que la commune ne soit pas en difficulté. Stratégie foncière, et je vais dire un bon mot, la Martine va peut-être me demander de prendre la porte. En fait, tout le monde a monté son PLU, ou pas d'ailleurs, avec une carte communale ou autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'échelle du grand territoire du Grésivaudan, le ZAN, il va s'appliquer aujourd'hui dans chaque commune. C'est-à-dire Champarion, c'est 3,5 hectares pour les 10 années après 2031. Rôle, c'est moins 20, puisqu'ils sont déjà tout consommés. Enfin voilà. Donc ça veut dire que la comptabilité, elle va se faire commune par commune. Peut-être qu'à un moment, il faudra avoir une réflexion d'ensemble qui se caractérise pas du tout par un document qui s'appellerait PLU, je dis pas du tout ça. Je dis simplement qu'il faut qu'on ait une réflexion d'ensemble pour préserver les intérêts de toutes les communes. Voilà. Mais une réflexion d'ensemble dans le cadre d'une stratégie foncière. Pas plus, pas moins, puisqu'encore une fois, chez vous, le PLU, je l'ai dit tout à l'heure, il a plutôt été pensé de telle façon qu'il s'intégrerait globalement dans une réflexion cohérente à l'échelle du territoire. C'est tout ce que je dis, parce qu'il y a des communes qui vont être très en difficulté, et notamment nos deux communes, on n'a pas de commune centre, mais nos deux polarités, que sont Pontcharrat et Crolles, qui à un moment vont devoir choisir entre le développement économique, alors ça ne se pose pas pour ST et Solitech, mais ça peut se poser pour d'autres développements économiques, pour d'autres boîtes, entre ça et faire de l'habitat. À un moment, le ZAN, il va nous conduire à arbitrer, à faire des choix. Voilà. Et les choix, on ne pourra pas les faire que dans nos seules communes. C'est juste ce que je dis parce que je pense que arriver en disant PLU, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi on fait ça et qu'est-ce qui serait bloqué et pourquoi est-ce qu'on serait bloqué. Donc cette réflexion stratégique foncière. Oui, mais on va vers ça quand même. Dis-le, Laurence, on va vers PLU. Mais bien sûr que si. Non, moi je trouve qu'on va vers ce qu'on appelle une stratégie foncière et plutôt le fait de réfléchir pour se dire qui sera en difficulté, qui ne sera pas en difficulté. Je suis plutôt là-dedans. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais on peut le présenter comme ça. Mais la finalité, c'est le PLU. Alors, le dire, il y a un moment, il faut le dire. Oui, Laurence. Moi, j'ai pas envie de dire PLU parce que ça veut dire qu'on oui, mais je viens de d'accord, mais c'est quand même une réalité. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut d'abord faire un projet ensemble. Moi, je trouve qu'on pose un projet ensemble et après, on peut discuter PLU, pas PLU, mais le projet, il faut le poser ensemble et se rendre compte des difficultés de chaque commune. C'est juste ce que je dis. Moi, je me suis bien gardée de dire PLU, jamais. Parce qu'en fait, si c'est un PLU où on additionne des trucs, ça marche pas. Ou si on se dit, bah là, on va faire ça, et on décide à grande échelle, ça marche pas. Moi, je pense que ça doit partir de chaque commune. En disant, quelles sont mes orientations, il y avait quoi dans mon PLU, qu'est-ce que j'ai envie de préserver, et c'est ça qui fera une espèce d'accord commun. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous voyez là, un des enjeux qui est important, c'est d'avoir une stratégie foncière. Oui. Juste une question. Ce document-là, cette concertation, à un moment donné, ça sera bien coercitif. Alors, c'est-à-dire que... Là, ces négociations, c'est-à-dire que s'il faut aider les communes, et je l'entends, en termes de communes, et... Alors, le document PLH, il pose des principes, il acte des orientations. Donc, il n'est pas contraignant. Et donc, il faut respecter, au titre du SCOT, s'il est contraignant. Il est dit dans le document, c'est une démarche volontaire. Oui. Si c'est une démarche volontaire, ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas de contrainte à l'application du PLH. Alors, en fait, nous, on est dans une démarche volontaire parce qu'on n'a pas d'obligation. C'est ça que ça veut dire. Ouais. On n'a pas d'obligation, mais on a choisi de le faire. Voilà. Le fait de volontaire ou pas volontaire, c'est que nous, on n'a pas un registre de Après, le SCOT, il impose un petit peu quand même. C'est seulement. Si le SCOT, il impose un tout petit peu quand même. Ah non. Nous, on est dans une strate d'habitants où on n'a pas du tout l'obligation de faire un PLH. On a choisi de le faire de façon volontaire. Après,
Là où vous avez raison, moi j'ai utilisé dans ma commune le fait d'avoir l'ancien PLH, par exemple, on est arrivé au paquet ce qu'on pouvait construire. Là j'ai atteint mes objectifs, donc, alors après ça a été des discussions, mais personne ne va venir, hormis les communes SRU, avoir des obligations avec des pénalités et avec des contraintes. Mais il n'empêche que l'État a analysé le document, peut dire oui, peut dire non. Là, ils sont plutôt extrêmement favorables au document qu'on a produit. Et après, il peut toujours y avoir l'ADDT, les contrôles qui viennent dire ben là, vous ne respectez pas les termes du PLH. Mais ce qui a été consenti en négociation là, c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait sortir en volume. Ce qui pourrait être compliqué, quand vous êtes en moins par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, puisque ça va être sur la production de logements, de logements sociaux où on va discuter. Le reste, c'est des enjeux qui ont pris la tendance et les nécessités, en fait, auxquelles on doit obéir. Donc si on est en moins... Mais oui. vous avez défini un objectif politique intéressant que je souscris, qui est la mixité sociale. Un des. Ceci étant, je n'ai pas l'impression que toutes les communes adhèrent à ce genre de volonté d'avoir cette mixité sociale. Et je m'interroge aussi sur, je sais pas rien, la mixité sociale, elle est assez limitée dans ce territoire. Donc, et par ailleurs, quand on regarde aussi l'application donc des contraintes liées donc à la GSRU, il y a un certain nombre de communes qui, lorsqu'elles vont passer les 3500 habitants, vont être soumises à des contraintes des obligations de logements sociaux, et il va falloir faire un sacré gap. Donc, non, parce qu'en fait... autant je comprends votre raisonnement sur la globalité du territoire, autant je crains que s'il n'y a pas de contrainte de l'application du PLH, ça restera lettre morte ou à la volonté des communes d'appliquer une politique stratégique. Alors, chaque chiffre qui a été posé a été complètement négocié avec les communes. Et ce que nous dit l'État, c'est que pour produire du logement social, bien sûr, il faut répondre aux offres de services qu'on fait, bien sûr, il faut répondre aux impératifs de mixité sociale, mais l'objectif, c'est de mettre le logement social au plus près des services, des équipements de mobilité et de l'emploi. Donc ça veut dire... Il y a 3 communes qui sont hors du cadre. Le préfet leur a peut-être gentiment sur les doigts. Non, il n'y a pas 3 communes, il y a que 2 communes qui sont des communes. Dans le document, c'est marqué 3. Non, mais c'est 2. En fait, Le Versou et Villarbonneau sont des communes qui ne sont plus carencées parce que la barre est un peu redescendue de 25 à 20. Oui. Voilà. Et on a 2 communes carencées, dont une est assez loin des objectifs Cistinier, et l'autre, Montgonneau, devrait rattraper le retard, et l'État l'a considéré comme tel en regardant les chiffres qu'on donnait. Après, vous avez des communes qui n'ont aucune obligation, et qui sont des polarités, c'est pour ça que j'insistais sur le fait que dans ce PLH, la dernière fois, le PLH, ce qu'on a choisi de faire, c'est de distribuer un peu de façon équivalente entre les demandes des communes et le nombre de logements. Tout le monde devait faire du logement social. Et au mépris finalement de la façon dont les gens pouvaient habiter. C'est-à-dire sur le plateau des Petites Roches, où il y avait déjà beaucoup de logements sociaux, le maire de Saint-Bernard à l'époque voulait faire du logement social, elle avait de la vacance et ce qui était offert aux populations ne répondait pas forcément aux besoins. Donc cette fois-ci, on a plutôt choisi de coller aux réalités du terrain, c'est-à-dire les 4 communes SRU, où là, il y a des montants conséquents qui permettent de maintenir le rythme de production et les nécessités de logement social, des montants importants à Pontcharrat et à Crolles, qui sont vraiment des polarités qui offrent tous les services, les mobilités, enfin tout ce qu'il faut. Et après, en fonction de ce qui était existant sur le territoire des communes, de négocier les chiffres. C'est sûr qu'une commune comme Saint-Maximin ou une commune comme Sainte-Marie-du-Mont, on ne va pas du tout demander la même chose que ce qu'on pourrait demander ici, parce que je le rappelais tout à l'heure, vous avez quand même du commerce de proximité, vous avez des équipements, en mobilité, vous n'êtes pas loin de l'autoroute. Mais par contre, il vaut mieux avoir des objectifs qui soient consentis et qui répondent aux besoins des populations. Et par rapport au dernier PLH, l'État dit pas toujours
du bien, mais là, en fait, on a vraiment discuté avec eux et ils ont trouvé, on a une carte qui reprend ça, ils ont trouvé qu'on avait fait un effort pour rapprocher de l'existant, emploi, services, mobilité, les populations qui peuvent intégrer du logement social. Le logement social, c'est pas compliqué. Ouais, c'est 70% de la population française qui peut prétendre à du logement social. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Hein. Quelle est votre analyse justement sur cette histoire de vieillissement de la population? Enfin, parce que moi, j'ai lu attentivement le document, et il me semble que, en fait, on considère que c'est quelque chose qui, de toute façon, est inéluctable. On n'a pas analysé justement cette dynamique, cette absence de mixité sociale par rapport au vieillissement. Comme on sait que de toute façon le taux de renouvellement chez les bailleurs sociaux est beaucoup plus important, il y a beaucoup plus de jeunes, etc. Ça serait quand même bien d'associer les deux. Est-ce qu'on considère qu'effectivement, c'est de toute façon une logique inéluctable, on vieillit tous, ceci étant, pour une stratégie de dynamique de territoire, on pourrait se dire il faut mettre le paquet sur la mixité sociale et mettre le paquet sur l'accueil du public défavorisé pour avoir justement un peu plus de jeunesse. Alors, d'abord, c'est ce qu'on fait. Et puis quand une commune, moi j'ai fermé chez moi 3 classes, de tout fait. Quand une commune ne veut pas mourir et ne veut pas fermer ses écoles, parce que c'est quand même l'enjeu, au-delà du fait que le maire ait envie ou pas de faire du logement social, c'est même pas une question d'option politique, c'est que si vous n'intégrez pas 70% de la population, vous avez juste tout faux et vous ne rajeunissez pas du tout votre population. Donc ça, c'est un principe de base. Après, moi je dirais que le sujet, et ça c'est dommage, on l'a passé rapidement, mais quand on reprend les orientations du PLH, avec les 4 axes, l'idée c'est qu'on s'est dit, pour justement travailler sur le vieillissement, on peut avoir l'adaptation du logement à logement individuel, on peut avoir le fait de répondre avec des logements collectifs qui soient proposés dans un ensemble. Alors l'EHPAD, ça dépend pas de nous, mais ça peut être des foyers de logement, ça peut être des résidences seniors, ça peut être plein de choses. On peut aussi proposer un type de logement plus petit pour permettre aux gens de ne plus rester à 1 ou 2 dans une immense bâtisse, mais de rejoindre. Il y a quelque chose de très nouveau dans ce PLH qui s'appelle Habiter à l'heure des transitions, où on parle d'habitat sans fondation, parce que quand des jeunes veulent s'installer, ils sont peut-être pas fixés quelque part, qui veulent avoir un système où il y ait peut-être de l'habitat sans fondation, où il y ait aussi de l'habitat partagé, où on est donc c'est tous ces systèmes-là qu'on a explorés et qu'on explore pour pouvoir permettre d'avoir une possibilité qui est offerte aux gens qui vieillissent sur le territoire, de ne pas forcément rester que dans des grands ensembles. Voilà, on est là-dedans. Est-ce que ça va pas rester expérimental, ce genre de... Parce que, quand on voit les chiffres que vous avez Je sais pas. Chiffres qui sont donnés, c'est le démarrage. Je sais que par exemple sur le plateau des Petites Roches, il y a une expérience très intéressante qu'ils veulent intégrer dans leur PLU, pour voir justement comment en zone U, on peut accepter d'avoir de l'habitat sans fondation. C'est extrêmement intéressant parce que monter une yourte, moi j'ai des bulles chez moi qui sont montées, c'est des expériences, c'est des choses qui se font beaucoup en Bretagne, c'est peut-être expérimental. Il n'empêche que si on n'essaye pas de le régler sur le plan du droit, on se retrouve avec des choses qui fleurissent et qu'on ne maîtrise pas. Dans les balcons de Beldon, il y a je ne sais combien de maires qui m'ont dit « Mais Laurence, il y a des gens qui ont construit des cabanes dans les arbres, à la terrasse, il y a des gens qui ont investi des cabanes de vignerons, donc autant essayer de trouver les moyens de proposer du logement abordable, avec des formes d'habitat qui sont différentes, ce sera infinitésimal. Vous pouvez dire expérimental, oui, mais ça reste oui, mais ça veut dire qu'il faut, en fait, il faut tout juxtaposer, c'est-à-dire qu'il faut faire de la production neuve, il faut faire de la réhabilitation, il faut faire de l'habitat partagé, il faut essayer, moi j'ai monté deux systèmes chez moi, où il y avait des grosses bâtisses, à chaque fois il va y avoir de l'habitat partagé, il y avait 2000 m² à côté, et on fait 15 logements sociaux. Donc, mais ce que je dis là, c'est qu'il y a le volume de production neuve qu'on pose, il y a le nombre de logements qu'on veut réhabiliter, et puis à côté, il y a autre chose qui s'appelle l'habitat alternatif. Mais il faut parcourir toute la gamme.
et pas se concentrer sur les évolutions. Donc on sait, je le disais tout à l'heure, que les promoteurs privés, comme les bailleurs sociaux, n'arrivent plus à capter le foncier. Et le vieillissement, la problématique de vieillissement, on y répond aussi, et c'est dans un des axes du PLH, avec ce qui s'appelle répondre aux besoins des publics, répondre aux besoins des publics spécifiques, où là, on imagine l'habitat collectif qui permet de répondre aux demandes, et notamment aux demandes de la perte d'autonomie. C'est un peu un concept de logement universel. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est absent, qui serait ensemble. On est sur le fait d'aller regarder au regard des nécessités du territoire, de la sociologie du territoire, de la démographie du territoire, des capacités de construction, balayer un spectre qui soit un peu large et qui permette de répondre à ces enjeux-là. Et ça se fait sur le territoire. On a fait des tas de matinées, ateliers et autres, où les gens sont venus expliquer ce qui se fait dans des tas de communes. Hein. Est-ce que vous considérez que les EPFL sont suffisamment moyens? Le PF Ah oui. Surtout que nous, on a fait ce qu'on appelle une taxe spéciale d'équipement, une TSE, et aujourd'hui, ce qu'on propose à l'EPF, c'est 5% ce qu'on aurait à dépenser, puisque tout ce qu'on lève en impôts, en fiscalité avec les TSE, revient sur le territoire forcément. Ça fait qu'il y a suffisamment de moyens pour acquérir suffisamment de oui, aujourd'hui, et en plus le PF fait quelque chose de super, c'est-à-dire qu'ils partent dans l'idée de faire d'abord des négociations à l'amiable, et ensuite, éventuellement, de la préemption. Je ne cache pas que c'est 70% des opérations qui se soldent avec de la préemption. Mais bon, ils commencent par discuter, donc si les maires ont repéré des fonciers qui étaient des fonciers à capter avec une intention de projet derrière et un opérateur, le PF, c'est un moyen formidable pour les communes qui, justement, n'ont pas d'argent. Moi, j'ai pas de sous, chez moi. Même celles qui ont de l'argent, elles peuvent solliciter. J'aurais rien de solliciter. Ah, mais oui, mais moi, quand je pensais à cette qui ont d'argent, je pensais à Kroll. Non, mais Kroll, ils ont une politique d'aménagement où ils mettent pas mal de sous, mais ils peuvent bien sûr solliciter. Tout le monde peut solliciter le PF, évidemment. Évidemment. Donc, les publics spécifiques, hein, c'est les publics, on a monté un axe grande précarité. Il y a effectivement ce que vous connaissez bien, les gens de voyage, c'est aussi un axe du PLH. Les réponses avec les établissements pour répondre aux problématiques de handicap et de personnes âgées. Donc ça, c'est tous les enjeux. Et on répond, et vous le voyez là, en quatre axes. Alors là, moi, j'y vois plus rien. Je vois que les Comment Vas-y encore. Ah, ça c'est bien. C'est moi qui suis dans la lumière comme ça. Donc, les quatre axes, j'ai un peu défloré le sujet. Le premier, c'est comment on prend la mesure de l'adaptation du territoire, du réchauffement climatique, de la nécessité de faire évoluer les formats d'habitat. Parce que la réponse, je vais en arriver là, elle passe aussi par le fait de réfléchir à la façon dont on construit. C'est-à-dire densifier, ça veut sûrement et surtout pas dire des grandes barres de 4 étages posées n'importe où. Ça peut être du logement intermédiaire, donc des logements avec des... La première raison pour laquelle les gens viennent dans le territoire de Noisy-le-Grand, c'est pour la qualité de vie. Donc forcément, quand ils habitent quelque part, ils ont envie d'avoir un extérieur. Donc du logement intermédiaire, on se débrouille pour avoir un collectif, mais où on ait des espaces privatifs et où on ait des extérieurs qui soient extrêmement soignés. Donc habiter à l'heure des transitions, c'est penser au format urbain, c'est penser à la façon dont on construit sans fondation, c'est penser à l'innovation en fait. Et la densification, moi j'avais entendu un urbaniste une fois qui disait, mais moi il disait toujours densification heureuse. Oui, vous ne créerez pas de logement et vous ne créerez pas de vie en commun si vous plantez une densification qui fait fuir tout le monde. Ça n'existe pas. Donc tout ça, ça se pense dans des politiques d'aménagement et ça c'est ce qu'on a essayé de traduire dans ce premier axe, avec y compris la nécessité de penser à la façon dont on construit, avec des matériaux qui soient des matériaux qui répondent à la RE 2020, mais qui tendent à être des matériaux décarbonés, enfin, c'est des nécessités absolues. Le deuxième, je l'ai un peu dit, c'est quand on dit fluidifier les parcours résidentiels, c'est qu'est-ce qu'on offre aux gens, qu'est-ce qu'on leur propose pour qu'ils viennent chez nous, et ce, quels que soient leurs moyens et quel que soit le prix du foncier et le prix des transactions. Parce que ce qu'on n'a pas regardé,
c'est le prix des transactions immobilières. Et vous savez que dans le Grésivaudan, c'est quelque chose qui est, ça atteint des sommets, à commencer par la couronne vers Saint-Imier et tout ce qui se rapproche de Grenoble-Alpes-Métropole, mais dans le territoire aussi. C'est là où vous avez les montants, peut-être que vous les lisez, c'est la page 7, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous voyez le prix des transactions, donc vous voyez que dans le Grésivaudan, la transaction moyenne pour l'individuel ancien, c'est 350 000 €. À Chapareillan, c'est 273 000 €. Mais quand on dit Grésivaudan, les 358, ils sont le produit de transaction moyenne et mélangés évidemment avec des montants où on atteint, je le disais tout à l'heure, des sommets. Je pense à Saint-Imier, Montmono, Viviers, Saint-Nazaire-les-Aisnes, enfin voilà, c'est des communes qui sont extrêmement chères et Crau le temps à rattraper tout ça. Vous voyez le montant donc, du collectif neuf, alors vous n'en êtes pas chez vous, et les terrains à bâtir, où là on est vraiment sur une moyenne à 134 KE dans le Grésivaudan, mais je ne sais pas à combien, on voit que chez vous le terrain à bâtir il est à 102 000 € en prix moyen. Il y a des endroits où vous êtes à 200 millions, enfin, c'est quand même assez important. Voilà. 2 000 €, c'est combien de mètres carrés? Ouais. Donc, non, c'est un rapport au mètre carré, c'est pas ça. C'est, vous voyez. Vous voyez les montants qui sont là. Moi, je sais que, je sais pas, le mètre carré, il y a combien chez vous? De foncier nu? Il a 200. Ah, c'est ça. Il a 200. Et la loi Allure n'a pas fait du bien, parce Non. qu'on se retrouve avec des parcellaires qui sont très petits et des montants qui sont à 400, je sais pas, 350, 400. Voilà. Et donc, l'axe 3, je l'ai un peu nettoyé tout à l'heure, c'est-à-dire dans ces axes, en fait, il y a les réponses aux enjeux qu'on a pu dégager. Donc, il faut absolument qu'on trouve les moyens de loger tous les gens qui ont des besoins spécifiques. Et dans ce PLH, qui se décline de façon très concrète, puisque là, vous avez des axes, mais ensuite, on a des fiches actions, avec la nécessité d'évaluer en continu ce que nous n'avons pas fait lors du dernier PLH, d'avoir un observatoire qui nous permette en continu de regarder ce que produit notre PLH. Donc on est d'accord, on est sur des intentions auxquelles on adosse des dispositifs budgétaires et financiers et qu'on va aller vérifier et qu'on va mettre en musique et qu'on va mettre en place avec les actions qui sont posées. Voilà. J'ai essayé de pas être trop longue. Je ne sais pas si vous avez des questions et puis de vous faire un panorama qui soit à peu près complet du sujet. C'est clair. Je trouvais ça très clair. C'est bien expliqué. Concernant la consommation foncière, qu'est-ce qui est pris en compte? C'est que l'habitat ou c'est les voiries? Tout. Alors, il y a des choses qui sortent. Par exemple, je sais qu'il y a une petite exception. Mettez-vous à faire des pistes cyclables, parce que ça, je pense que ça doit sortir. Mais c'est l'habitat, c'est l'économie, c'est dès que vous artificialisez un sol. J'espère qu'on va rentrer le culturel là-dedans. Alors, il y a eu les projets d'envergure. Il y a eu les projets d'envergure. Dans les projets d'envergure qui sortent de la comptabilité générale, il y a ST et Solidec, mais il y a le Contour. Voilà. Il y a le Contour aussi. Donc, il y a des projets qui sortent, mais par exemple, quand on va faire un hôpital ou un EPR, ça sort pas. En fait, je plaisante, mais ça veut dire que l'État a enlevé très peu de projets de la comptabilité. C'est-à-dire que quand on a nécessité, par exemple, de construire une prison, ça compte dans la comptabilité sur le territoire de la commune en question. D'où l'intérêt de penser à l'empêcher. Mais enfin, il faut vraiment avoir. Mais cette loi ZAN, cette loi climat et résilience et ce dispositif ZAN, il faut juste comprendre que ça n'est que l'aboutissement de politique d'aménagement depuis 20 ou 30 ans. Voilà, on essaye de réduire la consommation foncière et là, on arrive à quelque chose qui est assez mathématique, sachant qu'en France, on est de très gros consommateurs de foncier par rapport à nos voisins européens.
Ok. Ça, c'est réalité. Est-ce que vous considérez que les moyens mis sur les orientations, enfin moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que, enfin, autant sur les principes que je suis assez d'accord, autant les moyens qui sont annoncés dans la délibération sont dérisoires par rapport aux enjeux. La communauté de communes va consacrer 9,6 millions par an, et puis en investissement 8,3 millions et 1,3 million par an. Donc ce que vous venez de décrire, c'est très bien. Ça dépend où on est. Moi, je peux vous dire que les bailleurs sociaux que j'ai rencontrés étaient très contents. On a multiplié par 2 ou 3 tout ce qui était donné jusqu'à présent. Il n'y a aucun territoire qui fait ça. On donne par logement communal, parce qu'on sait que les logements communaux jouent souvent dans une vocation de logement social. Pour les réhabilitations thermiques de logements communaux dans chaque commune, on donne 50 000 € par logement. Auparavant, on donnait 15 000. Donc on a quand même multiplié par 2 ou 3 tous les dispositifs, et l'OPH, on met des montants qui sont considérables pour permettre aux copropriétés dégradées de revenir dans la norme de la régulation thermique. Le sujet, il n'est pas tant, le montant global il est important, mais il est dans la capacité d'aller faire. C'est-à-dire qu'il a fallu que je me batte, on le dit en interne, parce qu'au dernier PLH, on avait mis des montants qui n'étaient pas dépensés. Donc l'intérêt, c'est que là, cet argent qu'on met, il soit dépensé. Parce qu'au bout, on produit du logement ou on rénove du logement. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Donc, ça peut sembler peu. D'abord, c'est en fait, si vous avez l'entendre comme moi, vous verrez que si, c'est assez important. Le sujet, c'est vraiment se focaliser sur les objectifs et d'être en capacité de faire. J'espère qu'on fera. Vous avez dit tout à l'heure que la communauté de communes était riche. Oui. Et puis on consacre donc pour produire 1338 logements sociaux de nouveaux parcs. Ouais, enfin, moi je trouve que c'est pas à la hauteur des enjeux. C'est pour ça que moi je m'abstiendrai. D'accord. Une question? Si vous avez une question. Merci beaucoup, Laurence, pour toutes ces informations. C'était très clair. Bon. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir. Donc, vous avez voté pour l'avis sur le PLH du président qui est contre, qui s'abstient. 3, 4, 5. Relevez les s'il vous plaît. 3, 4, 6. La prochaine délibération concerne l'ouverture de l'accueil de loisirs à 5 jours et la modification du règlement du service enfance. Donc, dans le cadre de sa politique enfance, la commune possède un accueil de loisirs qui fonctionne pendant les vacances scolaires, sauf vacances de Noël, 3 jours par semaine, du mardi au jeudi.
Ce mode de fonctionnement sur 3 jours est hérité de l'histoire de l'accueil de loisirs. Initialement associatif, il n'était pas un mode de garde des enfants, il avait pour vocation d'offrir des activités à ceux qui le souhaitaient. Lors de la municipalisation de l'accueil de loisirs, le fonctionnement sur 3 jours a été conservé afin de ne pas concurrencer le centre de loisirs intercommunal construit à Saint-Maximin. Seule amplitude horaire d'accueil est élargie. Aujourd'hui, ce système ne correspond plus aux attentes des parents qui souhaitent avant tout un mode de garde local sur toute la semaine. Cette demande est renforcée par les difficultés rencontrées pour se rendre au centre de loisirs de Saint-Maximin. Donc, l'éloignement, horaire des bus, jour de fermeture, nombre de places disponibles. Fort de ce constat, il est proposé d'ouvrir à compter du mois de juillet 2024 l'accueil de loisirs des vacances scolaires 5 jours par semaine du lundi au vendredi. L'effectif maximal accueilli reste limité à 50 enfants, 36 âgés de 6 à 12 ans et 14 âgés de 3 à 5 ans. Cette ouverture implique la prise des repas de midi fournis par la commune au restaurant scolaire en remplacement du traditionnel pique-nique fourni par les parents. Ceci permettra également l'accueil des enfants à partir de 3 ans. Et là, je passe la parole à Mme Joannetti. Donc, on vous adjoint le dossier d'inscription et le vrai demande pour l'enfance. Donc, il y a une grosse partie sur le front pour nous dire. Donc, on verra ça après. Donc, on a fait quelques changements sur le demande. Je ne sais pas si vous voulez qu'on regarde tout page par page. Si vous voulez, il y a des questions. Non, il a que la question. Non, non. Déjà, Page par page. Est-ce qu'on refait page par page? Où est-ce que vous l'avez vu et vous avez vu ce qui avait été changé? D'accord. Donc, sur le centre aéré, donc, effectivement, on accueille maintenant des enfants à partir de 3 ans. C'est pour ça qu'on ouvre aussi la cantine pour pouvoir accueillir ces enfants-là. Il n'y a rien d'autre. Donc, une inscription peut être annulée sur 7 jours avant, obligatoire. Donc, on explique que chaque rayon, donc, on fournit le repas à midi et le goûter aussi qui est fourni par la commune. Et toute une journée commencée aiguë, c'est-à-dire que si un enfant arrive au centre aéré et qu'il y a 14 heures, il est malade, on appellera les parents et on facturera la journée. Est-ce que, puisque tout le monde l'a lu, est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, pour l'ouverture de l'accueil de loisirs à 5 jours et pour la modification du règlement du service en France, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous continuons avec les tarifs communaux au service en France. Donc, ces tarifs, si nous les votons, seront applicables le 8 juillet 2024, comme référencé dans le tableau ci-annexe pour le restaurant scolaire. Je passe la parole à Emmanuel. Donc, pour le restaurant scolaire et la gare de Lille, on a fait un coup à notre inflation à l'inflation de cette année qui est de 2,5%. Donc, on a appliqué cette inflation à tous. Pour le centre aéré, on avait une réunion avec les parents, on en avait parlé au conseil des écoles, on en avait parlé avec la PE aussi, on avait dit qu'on essaierait de faire les mêmes tarifs que le centre aéré de Saint-Maximin. Donc, on est parti sur la grosse tranche avec le tarif qui est de Saint-Maximin qui est de 25 €. Et on est monté, on a fait la même évolution entre chaque quotient familial par rapport aux tarifs qui sont actuels. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Il y avait des questions? En sachant qu'une journée au centre aéré, à partir de l'ouverture à 5 jours, on a une estimation de environ 100 € par enfant par jour.
Ça veut dire que sur une grosse tranche, les parents payent 25 € et nous en charge soit 75 €. Donc il y a soit 75% qui revient à la commune sur les grosses tranches. Et sur les petites tranches, les parents payent 6,98 € et la journée revient à 100 €. On avait dit qu'on se calait sur la commune. Ça reste correct, Voilà. jusque correct, je pense. Vous avez des questions? Est-ce qu'on peut imaginer l'utilisation du budget et du résultat de la microcentrale pour essayer de subventionner ou de payer ou de participer au paiement de ça? Non, C'est un budget annexe. On peut pas? et c'est l'investissement. Oui, c'est l'investissement. D'autres questions? Et on va voter pour le tarif pour le service d'enfance, qui est contre. Il s'abstient. Je vous remercie. Subvention au CCAS. La parole est à Emmanuel. Donc, comme chaque année, nous sommes au CCAS. Cette année, nous avons alloué une somme de 25 000 €. Parce que nous avons augmenté cette somme due au permis de conduire, aux demandes que l'on a, et puis aux demandes d'aide en général qui sont un peu amplifiées. 5 000 € cette année sur le CCAS. Des questions? Des commentaires? Donc, pour l'augmentation de subvention CCAS, qui est bon? S'abstient. Et je vous remercie. Ensuite, ce sont les subventions exceptionnelles à l'association, c'est l'AMC, pour le jazz à Barreau. Donc, chaque année, l'AMC fait partie du festival qui se fait avec le jazz à Barreau. Et cette année, il y a deux classes de l'école, donc 2 classes de CP qui participent. Donc, nous demandons une aide de 900 €. Donc, vous avez dû avoir dans les pièces jointes le budget visionnel et le récapitulatif de ce qui se passe au festival. Pour moi, le fait que je sois un encadrement d'enfance, je trouve que ça serait bien de allouer cette somme-là comme l'école participe. C'est pour les enfants, je pense que c'est une bonne chose. Vous avez des questions? Donc, pour la subvention exceptionnelle à l'association pour le jazz à Bordeaux, qui est contre? Qui s'abstient? Et je vous remercie. Ensuite, c'est la vente d'un véhicule communal. Et je passe la parole à Fabrice Bleu. Oui, bonsoir. La délibération pour la vente de véhicules Citroën Berlingot qu'on a depuis 2015 et sur toutes les annonces, sur l'annonce qu'on a fait sur Internet et sur la page Facebook, on a une seule personne qui a présenté une offre d'achat. Donc la somme de la vente de ce véhicule est de 6 000 €. Vous avez des questions? Des commentaires? Donc, nous pouvons passer au vote pour la vente d'un véhicule Citroën Berlingot, c'est bon? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, c'est une demande de subvention pour l'aménagement d'une bibliothèque à la Petite Gare. Donc, la bibliothèque municipale actuelle est devenue trop exiguë, compte tenu de son succès de la mise en réseau des bibliothèques du Grésivaudan. Nous avons un projet d'aménagement d'une nouvelle bibliothèque dans l'ancienne Petite Gare. Donc, pour un montant de 557 000 € hors taxe. Le montant des honoraires divers et imprévus est estimé à 97 475 €.
hors taxe. Le coût global prévisible du projet est donc de 675 475 euros hors taxe. Est-ce que vous avez des questions pour la demande de subvention? Pourquoi cet investissement n'apparaît pas dans le document que nous avons reçu lors du vote du budget? Ben oui, mais il ne va pas être fait cette année, c'est pas le même budget. Il n'y a pas une étude, on a vu qu'en 2023, il y a 30 000 euros qui avaient été alloués, donc en 2024, il n'y aura rien. Non. Merci. Non, c'est pas la demande de subvention, donc juste maintenant. D'autres questions? Bah oui, j'ai une petite question. En fait, vous chiffrez à 62 000 euros la démolition, c'est juste parce que vous demandez une subvention ou parce que ça paraît extraordinaire quand même, 62 000 euros pour démolir? Je ne sais pas si c'est des choses qui passent, quoi. Alors, est-ce que c'est dans le but d'obtenir le maximum au niveau de la subvention et puis peut-être au niveau de la négociation diminuer, mais franchement, ça paraît absolument énorme, quoi. C'est complètement ça. Je ne comprends pas la seconde. Bah oui, Pour 63 000 euros de menuiserie, toutes les menuiseries sont refaites ou certaines sont conservées? Toutes sont. complètement. Tout est refait complètement. Il reste que les murs. Je ne sais pas, vous mettez du triple vitrage là ou. Il n'y a pas eu d'économiste sur ce projet? Ça paraît assez extraordinaire en fait. Donc c'est. L'architecte. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'avoir une petite prestation d'économiste pour vérifier si c'est pas trop élevé? C'est pour ça que je demande si ces chiffres-là sont dans le but de faire une demande de subvention ou quelqu'un on donne le maximum, quitte après à De toute négocier façon, le pour marché. l'instant, c'est une demande de subvention. J'ai besoin de savoir combien on peut avoir de subvention sur ce projet. Bon, on verra. Mais parce que ça fait, enfin, je ne sais pas Déjà, ce qui savoir. attribue les subventions, il faut voir ça, 62 000 euros de démolition. Bon. Oui, bah, si vous voulez ce que je vois dans l'appel d'offres à la unité de commune, ça vous calmerait. Quand c'est les collectivités, les fonds sont multipliés par deux. Multipliés par deux les clés. Donc ça vient à la cantine. Ouais. Là, c'est uniquement pour l'instant un nombre de subventions. Je veux voir combien on peut avoir sur ce projet. Ce qui n'empêchera pas après de revoir, etc. Ça, c'est juste une demande. C'est la capacité de l'auditorium. On a bien fait sur le document là. Oui, il y a l'auditorium. C'est marqué sur le plan. Ouais. La capacité d'accueil de la bibliothèque, elle passera en termes de personnes accueillies, elle passera de combien en combien? Oui, ça sera un EFP, donc. C'est pas là? Alors, vous nous donnerez. Moi, je ne sais pas, on les donnera. Bien sûr, merci. Donc, pour l'aménagement d'une bibliothèque à la Tiga, surtout la demande de subvention. Il s'abstient. Je vous remercie. Ensuite, c'est le transfert de l'ordre du tourisme de Saint-Martin-de-Voyage au Brésil-Vaudan. Et c'est l'approbation du rapport de la Cour. Et je passe la parole à Gilles. Moi, je souhaiterais que cette proposition soit reportée, car le rapport de la commission locale d'évaluation n'a pas été transmis aux conseillers. Ça doit être voté par la commune avant le 18 juillet 2024. Donc, on a le temps de passer On a le temps de reporter, et comme ça, tout le monde aura le rapport. Oui, c'est mieux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc ça, quoi? Comme ça, on aura des questions. Bonne fin de soirée.